Toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. C'est avec cette exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 14, que je vous retrouve pour une nouvelle édition de votre journal sur Espérance TV. Shalom à tous et à tous, bienvenue. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec l'unité retrouvée au sein de ses membres, est en mouvement. Dans son dynamisme, toutes les structures qui la composent sont mises en avant pour valoriser leur implication à la vie de la communauté. À cet effet, une semaine entière est dédiée à tous les ouvriers laïcs. Une rencontre qui sonne comme des retrouvailles et une occasion de remobiliser les troupes autour du thème de l'année, évangéliser en tout temps et en tout lieu. Esther Palais. Du lundi 14 au dimanche 20 octobre 2024 se déroulera la Semaine nationale des laïcs, semaine au cours de laquelle tous les ouvriers laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sont célébrés pour leur implication dans la vie de l'Église. Pour l'édition 2024, des réunions présidées par le professeur Louis Abois, président du Mouvement national des laïcs, sont organisées avec les responsables des structures et institutions de l'Église pour mieux préparer cette rencontre. Les femmes sont très averties, elles savent qu'elles sont des laïcs et à ce propos, nous sommes mobilisés pour vraiment prendre part à toutes les activités de la semaine. Elles sont prêtes. Au départ, elles ne se reconnaissaient pas laïques. Nous avons pris le temps de leur expliquer cela et elles le savent. Quand la journée arrive, elles savent que c'est une journée qui est décrétée à tous les méthodistes, hommes et femmes. Au niveau des militaires paramilitaires, nous sommes prêts à recevoir tous nos frères et sœurs qui viendront à cette journée, surtout par rapport à la sécurité, qui viennent sans crainte. Nous avons nos éléments qui seront là pour la sécurisation de cette journée. Au programme de la Semaine nationale des laïcs, il est prévu un séminaire de réflexion conduit par le comité de planification stratégique pour orienter les différentes structures de l'Église par rapport au thème de l'année. Le séminaire portera sur le thème de l'année, évangéliser en tout temps et en tout lieu. L'idée du séminaire, c'est d'abord d'apporter des fondamentaux en termes d'évangélisation, qui seront partagés par des experts et à la suite de cela, nous aurons des ateliers de réflexion. Il s'agit donc de voir comment l'évangélisation peut être portée du plus petit fidèle et vers le plus petit fidèle jusqu'à la conférence. Toutes les structures et les institutions de l'Église sont donc partie prenante dans cette importante réflexion. Ce séminaire va se tenir le vendredi, le 18 octobre, et nous allons avoir une plénière le samedi. Donc ce sera le vendredi 18 et le samedi 19 pour essayer d'aller dans tous les confinements de ce thème pour bien le comprendre, pour le maîtriser. Pour le district Abidjan Nord qui accueille la Semaine nationale des laïcs, toutes les dispositions sont prises pour que cette rencontre soit une réussite. C'est un privilège et un honneur pour la communauté d'Abidjan Nord de recevoir tous les laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et à mon sens, nous avions pris toutes les dispositions pour leur réserver un bon accueil. Et Abidjan Nord est heureux d'accueillir cette journée qui nous trouvons un peu spécifique et spéciale en son genre. Au niveau des facettes organisationnelles et dispositives, nous avons pris toutes les conditions nécessaires pour permettre à cette journée de se dérouler dans de bonnes conditions, étant donné que nous allons recevoir nos frères et sœurs laïcs de tous les districts. Tous les laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sont donc invités à se mobiliser massivement pour cette semaine qui leur est dédiée. Vous le savez, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en pleine expansion sur le territoire ivoirien. Dans le nord du pays, le district missionnaire de Korogo œuvre à se répandre dans cette région. Toutefois, entre défis culturels et financiers, ce district est confronté à diverses réalités. Avec Emmanuel Abalé, faisons une immersion dans le district missionnaire de Korogo.
L'histoire de ce district missionnaire débute dans les années 1980, où bon nombre de fidèles méthodistes ont été affectés dans le nord du pays pour y travailler, pour la plupart dans des complexes sucriers. Installés donc à Korogo, Boundiali, Ferkessédougou, Wongolo-Dougou, ces méthodistes d'origine ont intégré les communautés chrétiennes, à savoir l'église catholique ou l'église baptiste. Comme le dit l'adage, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Les années 1982 à 1988 ont été déterminantes dans la naissance de l'église méthodiste dans cette zone éloignée d'Abidjan. De domicile en résidence des paroissiens, le premier lieu de culte fixe fut l'école primaire Nalo Bamba, aujourd'hui Guessonguilé, au quartier Soba, jusqu'à la construction du premier temple en mai 1988, inauguré par le président de l'église protestante méthodiste Côte d'Ivoire d'alors, le révérend pasteur Emmanuel Nyando, et en présence du ministre Mathieu Ekra. Je suis venu à Ferke 1 en 1998 et j'ai intégré l'église, mais l'église existait déjà, l'église était déjà construite. Et les premiers, c'était le révérend pasteur Pierre Koulibaly et les Amiens Joseph, les Alain. Et ils ont commencé dans une école à Djulabougou avec père à son âme, le frère Bogui. Et c'est eux qui ont construit l'église. Et quand je suis venu de Ferke 2, l'église était déjà construite. Et en 2002, avec la guerre, tout le monde est parti. Et nous sommes restés. Et nous avons soutenu l'église. Et puis après la guerre, bon, nous a envoyé le pasteur, le révérend pasteur, le premier pasteur qui est venu ici, c'est le pasteur Kadjo Antonin. Voilà, c'est lui qui est venu ici. Et puis après, il est parti aussi. Le révérend pasteur Mobio Jacques, qui est passé. Après, le révérend pasteur Tucson. Et c'est après lui que le révérend pasteur Pierre Koulibaly est arrivé. Je peux dire qu'on est plus d'une centaine dans cette église. Pour le secteur de Ferke 2, beaucoup reste à faire. Un appel à tous ceux qui sont passés par ici, par Ferke. Nous avons besoin d'avoir des lieux de culte ici. Nous avons besoin de les construire et on a besoin du secours des uns des autres pour nous accompagner dans cette œuvre qui n'est pas du tout facile, mais avec Dieu, nous irons jusqu'au bout. Rattaché au district de Boaké, c'est la conférence annuelle du 11 au 13 janvier 2005 qui donne la décision officielle d'ériger les missions de Korogo, Ferkessédougou, Boundiali et Odjene en district missionnaire de Korogo. Aujourd'hui, administré par le surintendant délégué, le révérend pasteur Kouyaté David, l'œuvre de l'évangélisation se poursuit dans les contrées les plus reculées du centre-ville. Ici, nous nous trouvons à l'église méthodiste de Dorka. Avant, lorsque nous avons fait l'évangélisation, nous étions à peu près à 120 fidèles. Aujourd'hui, on se retrouve à 15 fidèles parce qu'il n'y a pas de lieu de culte pour pouvoir les rassembler et c'est ici que nous faisons. Donc aujourd'hui, nous sommes à pratiquement entre 15, en voisine, entre 15 et 20 fidèles. Cette année-là, nous avons décidé de lancer l'opération « Je donne au moins 10 000 francs pour la construction d'un lieu de culte ». Nous vous exhortons à nous aider à pouvoir bâtir un lieu de culte ici. Nous sommes en même temps sur le site, c'est le site de l'église méthodiste ici, il y a quelques briques qui sont là et donc nous comptons sur vous pour nous aider à pouvoir mobiliser les fonds pour bâtir le lieu de culte. De Napié à Ferkessédougou, passant par Boundiali, l'expansion de l'évangile bat son plein. Évangéliser en tout temps et en tout lieu, ce slogan prononcé par le bishop le docteur Benjamin Boni à la 19e conférence n'est pas resté lettre morte dans le district de Korogo, mais il nous met en mission pour le salut du plus grand nombre. Toujours dans l'actualité religieuse, après la récente séparation survenue au sein de l'Église méthodiste unie, l'Église méthodiste mondiale a tenu sa première conférence générale du 20 au 26 septembre à San José, au Costa Rica. La nouvelle dénomination compte déjà 4 739 églises locales membres issues de 17 pays. Née en mai 2022, l'Église méthodiste mondiale trouve son origine dans le schisme qu'il y a eu au sein de l'Église méthodiste unie sur la doctrine d'ouverture envers
la communauté LGBTQI+. Ici en Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a pris part à l'ouverture de l'Assemblée pour le développement de l'Afrique qui réunit plusieurs associations internationales. Mobiliser 70 milliards de nos francs, c'est l'objectif visé à cette rencontre pour lutter contre la pauvreté en Afrique. 120 milliards de dollars US, soit environ 72 000 milliards de francs CFA. C'est le montant à mobiliser à cette rencontre de haut niveau ouverte à Abidjan pour le 21e cycle de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDEA 21. Un montant record pour relever le défi de la croissance dans les pays à faible revenu, dont ceux de l'Afrique. L'Association internationale de développement s'impose comme un levier incontournable de la croissance durable et inclusive en Afrique, en soutenant les politiques de développement à travers des dons et des prêts très concessionnels. La rencontre de ce jour vise à amplifier le plaidoyer en vue d'une reconstitution record de l'IDA. Pour comprendre les enjeux de cette assemblée, plusieurs panels meubleront l'événement. Acteurs clés de la reconstitution de la 20e campagne de l'IDEA, soldée par une mobilisation de 93 milliards de dollars, soit environ 56 000 milliards de francs CFA, le président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé au cours de cette cérémonie officielle d'ouverture son engagement pour cette noble cause. Je m'engage à nouveau avec plusieurs autres chefs d'État que je salue, que je remercie, dans le plaidoyer pour la 21e reconstitution des ressources de l'IDA. Nous voulons pour la deuxième fois une reconstitution inédite des ressources de l'IDA. J'en appelle donc à l'ensemble des partenaires au développement, y compris le secteur privé et la société civile, à renforcer leur coopération avec l'IDA pour amplifier son impact et mettre à profit le rôle complémentaire de chaque donateur et la contribution de chaque acteur impliqué dans la transformation des économies africaines. La rencontre d'Abidjan aboutira à un accord intitulé « Accord d'Abidjan » soutenu par les 20 plus grandes entreprises mondiales. Cet accord permettra de réaffirmer les priorités d'investissement, l'engagement pour améliorer la capacité d'absorption et assurer une utilisation transparente et efficiente des ressources mises à disposition des pays au cours de l'IDEA 21. Et puis au cours d'une visite officielle du centre de formation des KIN situé au lycée technique d'Abidjan, le président de la Banque mondiale, Adjaye Banga, a annoncé un financement de 150 milliards de francs CFA destiné à renforcer l'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. C'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Regardez. Au sein du lycée technique de Cocody, ce jeudi 14 octobre, le président du groupe de la Banque mondiale, Adjaye Banga, le directeur général de l'Agence française de développement Rémi Rio et le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui conduisait la délégation de personnalités venus visiter l'établissement. Après avoir constaté par une séance de démonstration la formation reçue par les élèves de cette école, les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire ont réitéré leur soutien à la formation professionnelle et l'emploi des jeunes Ivoiriens. Les mêmes instruments, les mêmes partenariats que ceux que nous avons bâtis au service du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour le collège, l'enseignement primaire, le collège, avec de vrais résultats, je crois. Il faut maintenant les appliquer avec beaucoup d'ambition et de force pour l'enseignement technique, qui est un chaînon absolument essentiel entre l'enseignement classique et puis l'accès au marché en étroite concertation avec le secteur privé. Donc je dirais tous les instruments sont à votre disposition. The bank has to dedicate itself. La Banque mondiale est là pour soutenir la Côte d'Ivoire à travers la création d'emplois qui pourront être une adéquation entre la formation et des besoins du secteur de l'emploi. La Banque mondiale a déjà contribué à plus de 400 millions de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire en l'aidant à mettre en place des plans, son plan de développement. Le Premier ministre a quant à lui salué cette opération qui s'inscrit dans les ambitions du gouvernement. Le rêve que nous caressons, c'est de voir des jeunes Ivoiriens dans tous les secteurs d'activité, depuis le second œuvre du bâtiment jusqu'au sommet de la hiérarchie en ce qui concerne les technologies les plus pointues.
L'enseignement technique ivoirien doit permettre aux jeunes d'avoir tous les niveaux de diplômes jusqu'au niveau ingénieur, chercheur et inventeur pour promouvoir en Côte d'Ivoire une technologie à l'ivoirienne calquée sur l'expérience des autres pays. L'enseignement technique et professionnel représente à ce jour 5% du système éducatif. L'ambition du gouvernement, à travers le ministère de tutelle, est d'atteindre un taux de 15% d'ici à 2025 et 30% d'ici à 2030. Dans la sous-région, les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues dans certains pays comme le Niger et le Tchad ont certes causé des inondations, mais elles ont aussi transformé le Sahara en redonnant vie à des lacs asséchés il y a plus de 50 ans. En témoignent ces images. Les pluies diluviennes qui ont frappé les régions désertiques du continent n'ont pas épargné le Sahara. Ces précipitations abondantes ont transformé cette région aride, redonnant vie à d'anciens lacs asséchés depuis des années. Ces scènes surprenantes résultent de fortes pluies qui se sont abattues en août et en septembre, offrant un visage inédit à ce paysage. Même un lac qui a été séché depuis 50 ans, qu'on appelle le lac Iriki. C'est entre les régions de Zagora et Tata qui a pu naître. Donc, dans les images SAT, la NASA a même vu qu'il y a une grande zone d'étendue d'eau sur certaines régions. Donc, c'est des anciens lacs désertiques qui vont renaître. Selon les experts, le sud du Maroc n'est généralement pas touché par les précipitations du front intertropical où l'humidité et l'air chaud du sud rencontrent la chaleur et l'air sec du nord. Cependant, cette année, ce phénomène a entraîné des pluies meurtrières dans la région. Il y aura plus d'évaporation, il y aura plus d'humidité dans l'air. Et cette humidité et un surplus de cette humidité ne peut que tomber sur certaines régions et même avoir des précipitations. Il y a même un changement de schéma de précipitation. On n'aura plus cette pluie qui est assez organisée, mais des averses orageuses assez fortes sur certaines régions. Dans la région du Sahara, les pluies ont causé la mort de 41 personnes. En Afrique de l'Ouest et au centre, environ 4 millions de personnes ont été touchées. Au Soudan, la guerre civile qui a éclaté dans le pays depuis plus d'un an a fortement impacté les populations, causant la mort de nombreuses personnes et des millions de déplacés. Depuis plus d'un an, le Soudan est plongé dans une guerre civile qui a coûté la vie à plus de 14 000 personnes et provoqué le déplacement de dizaines de millions d'autres. Parmi les régions les plus touchées par le conflit, il y a le Darfour, déjà en proie à des violences depuis 2003. Les combats au Darfour sont féroces, intenses et affectent les enfants dans toute la région et même dans tout le pays. Depuis le mois d'avril, environ 150 enfants ont été tués. De nombreux autres ont été blessés. Au Darfour et dans les autres régions du pays, environ 14 millions d'enfants font face à un besoin urgent d'aide humanitaire. La quasi-totalité d'entre eux ont été déscolarisés. Près de 9 millions d'enfants sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et à un manque d'accès à l'eau potable. Nos enfants, ces 6 jeunes enfants, n'ont pas commencé cette guerre. Ce ne sont pas eux qui mènent cette guerre ou qui en sont responsables, mais ce sont eux les victimes. Dans les régions du pays affectées par le conflit, les hôpitaux sont hors service et les systèmes d'accès à l'eau sont endommagés ou complètement détruits. Dans le monde, le prix Nobel de la paix édition 2024 a un lauréat. Il s'agit de Nihon Hidankyo, une organisation japonaise de survivants de la bombe atomique de 1945 qui a été récompensée pour son activisme contre les armes nucléaires. Le prix Nobel de la paix a été décerné vendredi à Nihon Hidankyo. Cette organisation japonaise de survivants de bombes atomiques est récompensé pour son activisme contre les armes nucléaires. Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix de la paix pour 2024 à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo. Ce mouvement populaire de survivants de bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, également connu sous le nom d'Hibakusha,
reçoit le prix de la paix pour ses efforts en vue de parvenir à un monde exempt d'armes nucléaires et pour avoir démontré par des témoignages que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées. Cette année, le prix est décerné dans un contexte de conflits dévastateurs qui font rage dans le monde, notamment au Moyen-Orient, en Ukraine et au Soudan. Félicitations à cette organisation qui milite pour la paix dans le monde. Et voilà, c'est sur cette belle note que nous refermons les pages de ce journal. Merci pour votre fidélité à suivre les programmes de Espérance TV. Agréable week-end à tous et à toutes. Sous le couvert du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse.